Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Choisir de danser sous la pluie ». En mars 2020, le Covid a bouleversé notre quotidien. Ce bouleversement ne devait durer que quelques semaines. Quelques semaines d'adaptation et nous pourrions retrouver notre vie et nos habitudes d'avant. Nous avons tous retenu notre souffle en rêvant à cette vie passée que nous allions bientôt retrouver. Nous avons tous vécu la situation de manière très différente. Nous avons tous fait de notre mieux face à l'incertitude, aux difficultés et aux contraintes. La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à rebondir malgré les difficultés. La résilience, c'est ce qui nous pousse au plus profond de nous-mêmes à chercher des solutions pour mieux vivre les périodes d'incertitude. Aussi, j'ai souhaité mettre à votre disposition ce podcast pour vous permettre d'explorer le processus de résilience. Notre objectif est qu'après avoir écouté les 8 épisodes, vous trouviez de bonnes raisons de choisir de danser sous la pluie. En riant, en admirant la force de la nature, en vous réjouissant que votre jardin soit arrosé. Bonne écoute. Bonjour Manuela Braud, tu es psychologue, tu as été formée à la démarche des histoires de vie à l'Université de Nantes et tu accompagnes tes patients, je cite, dans un objectif d'épanouissement global et durable. Pour ton doctorat, tu as rencontré Boris Cyrulnik. Tu qualifies cette rencontre de fondatrice. Elle t'a permis, si j'ai bien compris, d'élaborer ta propre version du concept de résilience. Alors Manuela, déjà, pourquoi avoir choisi ce thème de la résilience pour ton mémoire ? Clairement, ça fait écho à mon parcours personnel. Je m'en suis jamais cachée. Ma thèse, je l'ai faite avec des femmes, avec 6 femmes qui ont vécu des fortes maltraitances et ou abus dans leur enfance. Et à la base, c'est aussi mon histoire en fait. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'aller creuser aussi la question par rapport à d'autres personnes, comment est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir et pour se dire que dans la vie, peu importe ce qu'on a vécu, on peut s'autoriser une qualité de vie hyper intéressante et on a tout droit au bonheur en fait, peu importe le passé, peu importe ce qu'on a vécu auparavant. Ça, donc c'était ta thèse où tu étais à la rencontre de 6 femmes. C'est ça. Et qu'est-ce que tu en as ressorti alors justement sur ce concept de résilience ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Alors, en fait, j'ai essayé de me distinguer un peu des travaux de Boris Cyrulnik parce qu'avant, j'avais déjà fait, vu que j'ai fait un double cursus, j'ai fait sciences de l'éducation et psycho, j'avais déjà fait donc 4 mémoires sur la résilience et j'étais un petit peu avec Boris Cyrulnik dans une posture un petit peu de fan totale. Et donc, j'étais partie du fait que Boris Cyrulnik, il disait que pour entrer en résilience, le meilleur moyen, c'est d'avoir été, comme il disait, bien tricoté par ses parents dans la petite enfance et que on pouvait mobiliser cette base d'attachement sécure pour rebondir en cas de difficulté dans la vie. Et ça, c'est son histoire à lui. Tu la connais un peu l'histoire de Boris Cyrulnik ? Voilà. Et donc, c'est ce qu'il dit, c'est que lui, il a réussi à entrer en résilience parce que sa mère l'a bien tricoté étant enfant. Et donc, ça l'a aidé pour rebondir après. Mais du coup, moi, je me suis dit, mince, mais moi, on parle de résilience à mon propos. Alors, moi, tu vois, la première qu'on a parlé, je savais même pas ce que c'était que la résilience, tu vois, pour la petite anecdote, c'était une psy, je crois, au moment où j'ai été adoptée, qui m'avait dit, ouais, ce serait bien que vous alliez lire ce que dit Boris Cyrulnik sur la résilience. Et en gros, je me suis dit, ouais, c'est génial, quoi. En fait, il y a un mec qui a fait une théorie sur le fait que c'est pas parce qu'on a vécu des trucs horribles que, en fait, on est condamné. Et du coup, je suis allée lire ces bouquins et tu vois, quelques années après, quand j'ai voulu faire une thèse sur cette thématique et que ma directrice de thèse m'a dit « Oh, si, écoute, Boris est un ami, si tu veux, il vient me voir dans 15 jours, je te le présente. » Waouh, j'ai mes yeux qu'on fait ça. Et puis, du coup, j'avais quand même, au début, je m'appuyais sur les travaux de Boris qui disait qu'il fallait donc un attachement sécure pour entrer en résilience, pour prendre appui sur cet attachement sécure. Et moi, je me sentais pas complètement légitime parce que je me disais, mais moi, j'ai pas eu d'attachement sécure. Et comment ils font tous les enfants qui ont été maltraités, qui n'ont pas d'attachement sécure pour entrer en résilience? Et du coup, c'est là-dessus que j'ai fondé ma thèse en disant, comment font les enfants qui n'ont pas bénéficié d'un attachement sécure, qui n'ont pas eu des parents qui les ont suffisamment aimés et protégés, qui n'ont pas pu mobiliser cette base d'attachement solide sur laquelle s'appuyer pour rebondir. Et donc là, j'ai découvert qu'en fait, c'est le lot de toutes les personnes qui ont eu des enfances cabossées, en fait. Donc, sans attachement sécure, on peut aussi entrer en résilience. C'est un peu plus long, c'est moins du jour au lendemain, ça se passe par plusieurs étapes. C'est un processus qui est un peu plus fluctuant dans le temps, mais pour autant, c'est possible, en fait. Donc, je trouve ça hyper intéressant parce que ça casse un petit peu
les représentations qu'on peut avoir, que tout se joue avant 6 ans, tu sais, les vieilles représentations chez les psys. Non, tout ne se joue pas avant 6 ans et même si on n'a pas bénéficié d'une base d'attachement sécure, on peut pour autant entrer en résilience. En gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que peu importe ce qu'on vit dans la vie, à n'importe quel moment de la vie, avec ou sans attachement sécure, on peut entrer en résilience. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ouais, parce que c'est qu'il y a 6 événements traumatisants. Ouais. Il y a ce qui s'est passé avant, donc ce côté familial en général d'affectif et de base affective, donc a priori avant 6 ans. Donc tu vas aller puiser là-dedans, mais tu as aussi besoin de l'après moment traumatisant où justement il y a quelqu'un ou ton entourage qui doit te tendre un peu la main et t'aider, te tendre une perche pour que tu puisses t'en sortir. Tu vas aller et chercher dans ce qui se passe après l'événement trauma avec tout l'accompagnement, mais tu vas t'appuyer sur ce qui s'est passé donc avant 6 ans, dans ton enfance, dans cette base d'avant événement traumatisant. Ouais. Alors effectivement, quand les personnes vivent une grande blessure dans la vie, elles vont faire aussi avec ce qu'elles ont vécu avant. Donc elles vont soit mobiliser, par exemple, si elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, elles vont pouvoir s'en servir si elles ont confiance en elles. Et puis en même temps, quand parfois la base elle est un peu défaillante, quand ce qui s'est passé avant n'est pas suffisamment solide, et même quand c'est solide, on s'appuie aussi, comme tu dis, sur ce qui se passe après, sur ce qui se présente après, sur l'environnement. Donc on parle beaucoup des tuteurs de résilience. Ce sont les personnes, tu sais, qui te tendent la main, qui te disent mais moi j'y crois, tu peux y arriver, il n'y a aucun problème. Et les personnes te disent ah bon, moi tu crois vraiment que j'en suis capable? Et les personnes souvent, eh bien elles le font à la base pour faire plaisir ou pour rendre au tuteur de résilience le fait que le tuteur de résilience a cru en la personne. Tu vois, ça me rappelle un jeune que j'avais accompagné qui m'avait dit qu'un jour il y avait un adulte qui avait cru en lui. C'était la première fois qu'il y avait un adulte qui croyait en lui et qu'il lui avait dit mais moi je sais que tu en es capable, tu vas y arriver. Et qui m'avait dit mais je l'ai fait pour lui faire plaisir en fait parce que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui croit en moi. Donc il ne se considérait pas assez lui-même pour le faire pour lui-même. Par contre, il y a quelqu'un qui a cru en lui, donc il l'a fait à la base pour l'adulte. Et puis après, il a commencé à se retricoter, tu vois, une base d'attachement, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas sécure dans l'enfance qu'on peut pas le devenir avec le temps. Et ça, c'est aussi le rôle des tuteurs de résilience et de toutes les personnes qui entourent la personne qui a été blessée à la base, en fait. On se nourrit de toute l'affection qu'on a autour de nous, l'affection, l'amour, et puis l'affection aussi, l'amitié, et puis les liens d'attachement aussi avec les collègues de travail, et puis tous les gens qui nous entourent dans la vie. Parce que là, justement, le thème un petit peu de ce podcast, c'est d'explorer le concept de résilience pour pouvoir l'adapter au contexte d'aujourd'hui où tout le monde a subi quelque chose dans l'échelle de traumatisant. En plus, ça va être très variable en fonction des personnes, mais en tout cas, on a tous vécu un traumatisme. Il y a quelque chose une crise, quelque chose d'assez étonnant qui s'est passé pour tout le monde depuis plus d'1 an. Et toute l'idée, c'est de se donner des clés pour s'en sortir, pour rebondir suite à ça. Alors, comment toi, tu pourrais adapter justement tout ce que vous développez par rapport à des choses qui le sont sûrement encore plus en termes de traumatisme, mais là, tu sais, d'avoir quelque chose de général, ouais. Ouais, tu sais déjà au niveau du trauma, alors effectivement, clairement, personne n'est vacciné contre l'adversité. Hein. Moi, je suis curieuse que tu me présentes quelqu'un qui a jamais vécu de difficultés dans sa vie, ça n'existe pas. Après, effectivement, il y a des petites et des grandes difficultés. Bon, après, si on prend la définition du trauma, l'OMS nous dit quand même que dans la vie, il y a 1 personne sur 2 qui sera traumatisée, donc bien traumatisée. Et ce qui est terrible, c'est que la moitié de ces personnes vivra au moins, voire un deuxième, un troisième, donc sera polytraumatisée. Donc ça fait une moitié de personnes traumatisées, 1/4 polytraumatisées. Et clairement, le Covid, ça nous a quand même mis tous une bonne tape derrière la tête. C'est quand même une blessure et personnelle dans comment on l'a vécu et malheureusement, trop souvent aussi globale. Donc clairement, c'est comment on a tous été face à l'adversité et après, c'est comment on fait après. Et ça, tu vois, si je fais les liens avec tout ce qu'on a fait émerger sur les travaux de la résilience, il y a un petit peu ce côté avant et après. On l'a beaucoup dit avant, au moment du premier confinement, c'est comment est-ce qu'on va faire après pour faire différemment. Et moi, ce que j'ai beaucoup entendu, notamment chez mes patients, c'est le sens, en fait. C'est finalement, mais quel sens à ma vie ?
Est-ce que je suis pas en train de mouliner tout seul et je pédale dans le vide, j'ai la tête dans le guidon? Et ça a permis, ce premier confinement, un petit arrêt sur image, tu vois, sur mais finalement, ma vie, elle est comment? Elle sert à quoi? C'est quoi le sens de tout ça? Et j'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir, qui ont réorienté leur vie. Alors, des fois, de manière totale, changer de boulot, changer tout, hein, changer de rythme, Virage à changer absolument 180. Ouais. 180, alors 180 degrés complet. Et puis parfois, pour certaines personnes, il a fallu réajuster une petite chose. Des personnes qui se sont mis au yoga, il y a des personnes qui ont arrêté de faire 15 heures sup par semaine pour se consacrer un peu plus à leur famille. Moi, j'ai des papas qui, pendant le premier confinement, se sont rendus compte qu'ils avaient des enfants, quoi, réellement, et que leurs enfants faisaient du bruit, qui parlaient, et que les Ils s'en enfants, sont ça bien se rendus levait le compte qu'ils matin. faisaient du bruit même. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et en même temps, pour eux, ça a aussi été une chance, hein, parce que j'en ai aussi certains qui m'ont dit que s'il n'y avait pas eu ça, ils seraient sans doute passés à côté de quelque chose. Et donc, tu vois, c'est une question un peu de rétablir les équilibres, et que c'est important. Et je trouve quand même que pour beaucoup de personnes, il y a quand même un avant et un après. Ouais, ça, c'est Même plutôt si c'est... traumatisant dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que tu as vécu Alors, un choc, mais c'est une ouais, pause. C'est ce que tu dis, c'est l'arrêt sur image, on prend de la hauteur, on regarde voilà, un petit ça peu c'est le les lien choses. que je fais sur la résilience, c'est qu'à un Ouais. moment on va transformer quelque chose, alors de manière radicale ou pas. Et puis après, tu sais, c'est souvent quand on fait face à l'adversité, bah tous, hein, et puis des fois c'est des petites adversités du quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Des petites difficultés. Bon, bah, ma voiture est en panne, je l'ai pas pendant 15 jours, qu'est-ce que je fais? Il faut que je gère mes enfants, mon boulot, mon machin. C'est des petites adversités, mais qui mettent quand même des bons bâtons dans les roues. Et qu'est-ce qu'on fait? Et dans ces moments-là, c'est important aussi de pouvoir faire appel à des personnes ressources autour de soi, des petits coups de main. Et puis après, c'est pareil, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on rend service. Et puis, ça permet un petit peu ça fait du bien de voir aussi qu'on n'est pas tout seul, en fait. Qu'on n'est pas tout seul et qu'on a tout un environnement sur lequel on peut s'appuyer quand on a un petit coup dur, et inversement, en fait. Et je remarque que souvent, les gens ont beaucoup de mal à demander de l'aide. Alors que quand on leur demande de l'aide, ils ont du mal à dire non, mais aller demander, c'est plus compliqué. Alors qu'en plus, c'est la clé, parce que tu parles de tuteurs de résilience, de personnes ressources. Ouais, je pense que c'est vraiment une des clés fondamentales de la résilience, c'est accepter l'aide de l'autre. Et alors, c'est bien la difficulté pour les personnes qui ont pu être, entre guillemets, trahies par les personnes quand ils ont été jeunes, ou des personnes en qui ils avaient entièrement confiance, ou les premières personnes qui étaient censées prendre soin d'eux. Si ces premières personnes n'ont pas joué le jeu d'apporter suffisamment d'amour, un environnement suffisamment sécure et tout ce qu'il faut pour grandir et se développer dans des conditions favorables, ça peut être très compliqué après de faire confiance à quelqu'un d'autre qui vient tendre la main. Tu vois, c'est, entre guillemets, c'est un peu compliqué de se dire pourquoi est-ce que je vais faire confiance à un prof alors que mes propres parents qui m'ont mis au monde, ils m'ont trahi, quoi, ils n'ont pas fait le job. Pourquoi est-ce qu'un prof que je connais pas, pourquoi est-ce que lui me ferait confiance? Pourquoi est-ce que lui réellement, ça peut paraître étrange. Et puis quand on n'est pas capable, quand on sait qu'on peut pas compter sur ses parents ou sur ses proches, ou même, tu vois, je pense à des patients aussi que j'ai qui sont victimes de violences conjugales. Alors je dis des patients, mais il y a aussi des patients, hein. La violence conjugale, hein, c'est pas genré. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et ben tu vois, quand tu vis des années avec un conjoint qui ne t'apporte pas soutien, et quand tu es victime de violences conjugales, et ben ça peut être compliqué d'aller demander de l'aide ailleurs quand toi-même au quotidien, la propre personne avec qui tu vis n'est pas capable de t'apporter du soutien. Parce que tu perds la confiance aux autres, quoi. Bien sûr, Et donc tu c'est ça. t'isoles. Ouais. Parce que Tu là, t'isoles. vas-y, Oui, pardon. Là, tu disais accepter de l'aide, mais en fait, oui, ce qui est encore plus compliqué, c'est d'aller chercher de l'aide. Parce c'est qu'accepter d'aller de la l'aide, ça chercher. veut dire Mm. que déjà, il y a quelqu'un qui te tend la main, ou, enfin, qui Exactement. t'ouvre et qui se propose de t'aider. Mais ce qui doit être encore plus Mm. complexe, c'est justement si en plus tu perds la confiance, et c'est d'aller la chercher. Mm. Oui, et tu vois, en tant que psy, il y a aussi des processus de temporalité. Il y a des gens qui viennent me voir une première séance et puis qui me disent bah ça va pas. Et puis bah, finalement, quand je leur propose de travailler, bah il y en a qui sont pas prêts encore.
parce que ça peut être trop compliqué, parce qu'il faut se remettre en question. Il faut accepter aussi que quand une situation n'est pas satisfaisante, et ben pour la changer, il va falloir mettre en place du mouvement. Et le mouvement, ça peut être compliqué. Tu vois, quand tu vis dans une situation depuis des fois 10, 15, 20 ans et que tu luttes, tu tiens, tu sens qu'au bout d'un moment, parce que ça peut être au bout de 15, 20 ans que les forces, au bout d'un moment, on a consommé un peu tout le réservoir d'énergie, on n'a plus de force pour lutter. Et pour autant, ça peut être compliqué d'aller voir le psy quand le psy dit il va falloir travailler sur vous en fait, parce que même pour partir en fait, ça va pas être complètement simple. Mais si vous voulez partir, si vous voulez changer votre quotidien, moi je suis là pour vous accompagner. Mais je peux pas le faire à votre place en fait, donc il va encore falloir mobiliser de l'énergie. Et ça, des fois, c'est pas facile. Quand on a, tu vois, consommé un peu le réservoir, enfin même au maximum, c'est compliqué. C'est solliciter de l'énergie pour se mettre en mouvement. C'est ça qui est compliqué au début, c'est que tu as conscience que il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Enfin, il faut de l'aide, qu'on t'apporte de l'aide et que tu t'aides après. Mais et comment c'est quoi la démarche de se mettre en mouvement? Qu'est-ce qui fait que ça sollicite de l'énergie? C'est ça que je saisis pas forcément. C'est par exemple quand tu luttes. Oui, je parle de la violence conjugale, mais ça peut être autre. On va prendre. Non, mais c'est un bon exemple en même temps parce que je pense que c'est quelque chose qui touche déjà pas mal de monde. Oui. En plus de ça, qui s'est peut-être accentué avec les événements. Avec le confinement, c'est vrai que la majeure partie, l'impact majeur, tu le disais avec les enfants, c'est des papas ou des parents qui découvrent leurs enfants, entre guillemets, mais en tout cas, on nous a forcé à passer énormément de temps avec eux, mais ce que ça nous a forcé à faire, c'est à se recentrer sur ce noyau de manière extrême. C'est que finalement, ton seul univers devenait ton cercle premier. Le cercle proche, ouais. Donc, s'il était plutôt positif, ça pouvait être plutôt sympa. Et justement, il y a des gens qui ont pris ça comme une chance parce qu'ils avaient cet entourage qui était favorable et donc ils ont pu passer du temps. C'était super. Mais si par contre, il était un petit peu agressif, ce cercle, voilà. S'il est défaillant, là, ça devenait un enfer et on te forçait et t'étais obligé d'être enfermé avec ces gens-là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que le confinement, il a plutôt accentué dans un sens comme dans l'autre le fonctionnement antérieur. Et tu vois, alors si on reprend l'exemple de la violence conjugale, c'est-à-dire que quand tu vis pendant, que tu sois homme ou femme, victime, quand tu vis pendant 10, 15, 20 ans avec quelqu'un qui te harcèle au quotidien, qui casse ton estime de toi, etc., au bout de 15, 20 ans, quand tu dis c'est fini, j'ai plus d'énergie, je ne supporte plus et je vais y laisser ma peau parce que on voit aussi des gens au bout d'années de violence conjugale qui développent des maladies. Alors on va passer les sciatiques chroniques et les trucs un peu classiques, mais qui développent aussi des maladies et parfois des maladies graves et qui disent je vais finir par y laisser ma peau à vivre dans cet enfer toxique au quotidien. Et puis il y a un moment, il n'y a plus d'énergie en fait. C'est-à-dire que la personne avec qui on vit nous a cassé en fait intégralement. Tu vois, donc quand je dis qu'il faut de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand pendant 10, 15 ans, on t'a dit mais de toute façon, t'es qu'un bon à, t'es qu'un ou une bon à rien, t'es nul, tu peux pas vivre sans moi, etc. Même si finalement, il y a un moment, tu dis de toute façon, je n'ai plus d'énergie pour lutter contre ça, il faut que je parte. Mais tu pars comment? Puisque de toute façon, je suis nul, je suis bon à rien, je sais rien faire et je peux pas vivre sans cette personne. Tu vois, donc c'est ça, c'est-à-dire que souvent, trop souvent, les personnes viennent demander de l'aide alors qu'elles sont en fin de réservoir, quoi. Donc c'est important d'avoir aussi autour de la personne des personnes sur qui compter pour dire voilà, ça y est, je suis prête. J'ai envie qu'il y ait du changement dans ma vie, mais toute seule, ça va être compliqué. Il faut que je m'entoure. Sauf qu'en fait, tu vois bien qu'aussi les personnes qui sont victimes de violences conjugales, elles sont souvent isolées. Elles sont isolées parce que c'est plus simple pour la personne qui agresse d'avoir, tu vois, une personne isolée, parce que c'est pareil, il y a moins confiance en soi et tout ça, c'est plus simple, parce que les personnes autour, elles le disent régulièrement, mais c'est pas normal, mais tu devrais pas rester, elles se manifestent, donc il faut pas trop d'ennemis, donc on les isole, et puis souvent les personnes, elles ont déjà essayé 2-3 fois en fait, c'est-à-dire que quand une personne qui est victime de violence conjugale se confie à un ami,
pour dire bah écoute ça va pas il m'a mal parlé ou elle m'a mal parlé franchement c'est pas bien et ben parfois les premières fois il suffit de se confier, les amis rassurent un peu, les amis disent mais non il faut que tu fasses quelque chose, je suis là pour toi, mais finalement ça redonne de l'énergie et puis ben finalement malheureusement il n'y a pas de mouvement qui se passe, nous on est regonflé pour repartir un peu au combat, ça fait du Donc, bien parce qu'on quand on n'a plus on a d'énergie, parlé. il faut en Quand on fait n'a aller plus rechercher d'énergie, chez les autres, quoi. C'est les autres ben qui vont te remplir le les autres, réservoir. voilà, les autres peuvent te remplir le réservoir, puis surtout te donner aussi des coups de main au quotidien, parce que mettre du mouvement dans un quotidien, ça peut aussi. Enfin, on a besoin de ressources au quotidien. Quand tu vois des fois des mamans ou des papas qui partent avec des enfants, enfin, c'est toute une organisation aussi pour rebondir après. Donc même quand il y a des associations qui aident, c'est quand même important. Non, mais c'est cette notion de se mettre en mouvement. Donc, c'est ce que tu disais, les gens, bah, ils peuvent venir avec les batteries un petit peu à plat, le réservoir, enfin, avec plus d'énergie, avec juste Ouais. peut-être ce qu'il faut, ce qui reste comme énergie pour pouvoir demander de l'aide, Mm. ce qui doit être plus ou moins facile, hein, mais en tout cas, ils ont encore ça et il leur reste pas assez d'énergie pour continuer. Donc, Pour amorcer le changement, en fait, voilà, pour pour se amorcer le mettre en changement, parce que mouvement et c'est ça. changer. Donc, ils vont Parce que chercher de l'énergie chez les autres. Donc, alors, soit auprès de professionnels, j'imagine, donc auprès de psychologues qui vont par ouais. les petites clés ou les accompagner à remplir un petit peu le réservoir d'énergie. Et après, cette notion de mise en mouvement sur quelque chose d'un peu général, ça va être quoi les clés pour se mettre en mouvement? Pour Bah, amorcer le clairement, changement, moi, j'aime bien travailler avec le corps et l'esprit, hein, parce que clairement, quand tu vis des choses difficiles, faut pas oublier que la mémoire cellulaire est imprégnée de l'adversité et que il faut ressourcer les batteries. Tu vois, c'est aussi quelque chose qu'on travaille dans les situations de burn-out. Se ressourcer après un burn-out, après une épreuve difficile, c'est pas simplement dormir, c'est et reposer le corps et le recharger, c'est-à-dire et des activités qui ressourcent, des activités qui font du bien à l'esprit, qui font du bien au corps. Le corps, il est aussi meurtri. Physiquement, quand je vois des personnes qui ont vécu des situations de harcèlement, de violence conjugale ou autre, tu le vois physiquement. Ils sont marqués, ils sont parfois un peu voûtés, un peu recroquevillés sur eux, tu vois, les épaules un peu rentrées. Et bah, ça peut être intéressant de leur proposer d'avoir une activité, de se mettre à une activité qui peut détendre le corps. Ça peut être du yoga, ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi, le qigong, tu vois, plein d'activités qui m'ont amené à un peu libérer le corps, libérer les énergies. Et puis, bah, retrouver de l'énergie aussi soi-même. Il y a l'énergie du contexte et de qui va autour de toi, mais il y a aussi toi-même. Il y a aussi toi-même parce que tu ne pourras pas faire, les autres vont pas pouvoir faire pour toi, en fait. Donc, et tu ne peux pas que puiser chez les autres. Donc, il faut aussi que toi-même, tu recharges tes batteries et faut pas oublier que le corps et l'esprit vont toujours de pair. Alors, l'esprit, tu peux le travailler avec le psy et puis, bah, le corps, clairement, c'est important aussi et de le détendre et d'avoir des activités qui ressourcent. Et puis après, c'est important aussi de détendre le corps. Tu vois, c'est pareil, le corps, il y a une espèce de mouvement de sortie, on évacue les tensions. Et là, moi, clairement, je fais beaucoup de travail avec tout ce qui est méditation pleine conscience. Alors, il y a plein de chaînes YouTube qui proposent des trucs gratuits. Il n'y a pas besoin de payer des trucs trop chers. Mais de la pleine conscience, apprendre à respirer, tu vois, c'est un détail. Mais la plupart des personnes que j'accompagne qui ont vécu des choses difficiles, ils respirent à l'envers. Tu vois, parce qu'ils sont stressés, ils sont tendus, donc ils c'est-à-dire respirer respirent à l'envers. Ouais. Respirer à l'envers, c'est quand tu montes, tu t'inspires en montant les épaules, puis en fait, le fait de monter les épaules, ça te fait creuser le ventre, puis tu expires en fait en descendant les épaules, puis en fait, finalement, tu as le ventre qui pouffe, qui redescend, puis qui se gonfle presque en expirant, alors que c'est l'inverse en fait. Donc, pour réapprendre à respirer à l'endroit, il faut mettre ses mains sur son ventre, pas monter les épaules, et sentir son ventre qui se gonfle, et à l'expiration, sentir le ventre qui se dégonfle. Et ben rien que ça. Tu vois, rien que ça, apprendre à respirer à l'endroit, la méditation pleine conscience, ça va aider aussi à ça, à réapprendre à sentir son corps. Tu vois, je travaille beaucoup en méditation avec des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Et en fait, bah, quand elles font de la méditation pleine conscience, elles se rendent compte à quel point leur corps a été touché, en fait. Et à quel point leur corps porte dans les chairs les marques des agressions, qui ne sont parfois que des agressions verbales.
je dis que des agressions verbales qui marquent aussi le corps. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles ont des tensions absolument partout, qu'elles sont complètement coincées. J'aime bien aussi travailler. J'ai un ostéopathe Et avec qui ça, je travaille de beaucoup. détendre le corps, ça va détendre l'esprit. En fait, vu que tu as un Mais petit peu bien de sûr. mal à détendre l'esprit, tu commences par le corps parce que sinon, tout le travail sur l'esprit servira à rien, peut-être. Bah, disons que Ah, les deux, plus c'est un. vraiment Ouais. complémentaire. Les deux vont être vraiment plus complémentaires et puis on va regagner en qualité de sommeil, là où il y a des gens qui dorment pas depuis des années, en fait, ou qui dorment sur, tu vois, au niveau des cycles du sommeil, qui ne sont qu'en sommeil superficiel, qui n'ont pas de sommeil lent pour vraiment récupérer. Bah, déjà, remettre le corps en mouvement, enlever, en gros, tu sais, le stress, ça, ce que je dis à mes étudiants, hein, le stress, euh, c'est comme le gras, hein, tu vois, c'est comme le cholestérol, le stress. T'as le bon et t'as le mauvais stress. T'as le stress du mec, t'as le cholestérol du McDo et t'as le cholestérol de l'avocat. Eh ben, vaut mieux le cholestérol de l'avocat que le cholestérol du McDo. Eh ben, le stress, c'est pareil. Et d'avoir des activités, par exemple, physiques qui vont t'amener à monter un peu en cardio, ça va t'amener du stress, entre guillemets, positif, des trucs bien, du bon gras pour faire relancer ta machine et puis avoir une activité qui va aussi enlever tout ce qui est tension, tout ce qui est stress négatif. Et là, tu vas ramener du mouvement dans ton corps. Et plus tu vas ramener du mouvement dans ton corps, plus ton esprit va aussi pouvoir se mettre en mouvement plus facilement. Donc l'association corps-esprit, c'est vraiment vraiment important. Réapprendre à, en gros, c'est une hygiène du corps aussi pour avoir une hygiène de l'esprit et pour se ressourcer et pour au final amener le mouvement aussi dans le quotidien. Et c'est pas évident, tu sais, quand tu luttes depuis des années avec un fonctionnement qui est délétère, mais dans lequel bah, tu réussis à survivre pendant des années, tu vois, la personne qui se débat, quoi, tu vois, depuis des années, bah, la personne, elle est fatiguée, donc il faut la ramener, voilà, Ouais. à C'est vrai que tu as travailler. l'illusion, quand tu es fatigué, d'avoir besoin de tout, sauf de faire du sport et de te fatiguer encore plus. Et donc, c'est vrai que c'est le piège. Et alors Exactement. là, pour le coup, je pense qu'avec ce confinement, surtout les premiers qui étaient un petit peu durs, mais avec tout le télétravail, les machins, c'est que les gens, ils bougent plus. Et tu vas avoir un piège dans lequel tu peux tomber Complètement. extrêmement facilement bah finalement, je suis bien chez moi, quoi. Et puis, vu que je suis un peu Voilà. fatigué, je ne vais pas non plus aller marcher ou juste courir. Enfin, voilà. Mm. Il y avait les salles Et de oui, il sport qui s'agit. étaient fermées, donc Alors ça, pour le coup, j'ai pas très bien compris pourquoi on n'avait pas le droit de faire du sport dehors. C'est hyper important. Puis quand je vois, tu sais, on est toujours dans la balance bénéfice-risque. Et quand tu vois les dégâts de ne pas faire bouger les corps pendant des mois et le risque qu'engendrait le fait, par exemple, de faire des cours de sport dehors en groupe, moi, je te vois que j'ai pas très bien compris. Mais moi, j'ai clairement encouragé toujours mes patients à sortir. Puis tu sais, on a tous été hyper carencés en vitamine D. Hein. Ça, c'est des choses qui sont basiques, mais quand tu es carencé en vitamine D, tu as l'impression que tu es déprimé. Alors en fait, tu es juste carencé en vitamine D. ça, Et c'est parce le que tu n'as pas soleil, pris le vitamine soleil, D. ouais, c'est le soleil, ouais. Et quand tu prends pas la lumière, quand tu prends pas le soleil, tu peux vite avoir pareil, les batteries bien à plat et te dire, mais en fait, je suis chez moi, je bouge pas, je me sens large, j'ai pas le moral, je suis déprimée. Et j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant mais je suis complètement déprimée, je sais pas pourquoi. Et puis en fait, on a fait des petits tests en vitamine D, c'était carencé, ils sont repartis, voilà. On a mis en place des ampoules et puis quoi, c'est tout quoi. Enfin, donc il faut vraiment faire attention à la machine corps parce que là, le corps et l'esprit sont complètement liés. Et si on veut travailler sur soi et tu vois, on se repart sur le mouvement aussi psychologique qui va entraîner des changements dans la vie, et ben on peut pas faire sans le corps en fait. Donc il faut faire avec le corps. Et quand on dit mettre le corps en mouvement, marcher, c'est extrêmement bon en fait. Il s'agit pas. S'il y en a qui adorent courir, c'est génial la course. Hein, ça élimine les toxiques, les tensions physiques et tout, c'est génial. Ça amène, ça fait monter le cardio, ça drogue un peu naturellement le corps, c'est super. Mais il s'agit pas de courir une demi-heure par jour pour se blesser si on n'a jamais couru. Mais marcher tous les jours, prendre le soleil, être en pleine conscience quand on va se promener, regarder la nature. Ça, Il y a un état un peu méditationnel, justement, avec le sport. Alors moi, je le connais assez bien avec la course, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que même la marche, enfin, ces deux activités-là et le sport en général a cette vertu-là de te faire rentrer un peu en méditation, quoi. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui se Et passe pendant le sport, qui met ton esprit dans un état très différent de celui dans lequel il est les autres moments. Et tu disais, on peut marcher en pleine conscience. Et comment on fait ça alors? Comment on le...
comment on l'accentue ou comment on peut Alors, s'en apercevoir? Alors déjà, pour revenir sur la marche est un mouvement thérapeutique en fait. C'est formidable. C'est-à-dire que les personnes qui ont des pensées, des ruminations mentales où ça tourne en boucle, et ça tourne sur soi-même, il suffit de sortir dehors et d'aller marcher. Et tu vas voir que l'espèce de tension qui est au niveau du cerveau, ça va descendre d'un étage. Et puis en fait, le corps va amener à décanter et tu vas voir les choses différemment. Quand tu marches une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois, tout va se détendre et les pensées vont cheminer. Le mouvement de la marche, il est thérapeutique parce que tu avances. Donc tu chemines et tu associes le fait de cheminer dans ta pensée et le fait d'avancer physiquement. Et marcher en pleine conscience, moi je le dis aussi à mes patients, il y a des exercices tout bêtes, hein, même si tu fais tous les jours le tour de ton quartier, ça peut être, et faites le même tour, et ben tous les jours, c'est chercher des choses dans ton environnement que tu n'avais jamais remarqué. Oh, j'avais jamais remarqué cette maison. J'avais jamais remarqué que ici il y avait une statue, je savais même pas qu'est-ce que c'est que cette statue. C'est dans mon quartier, je ne sais pas qui est représenté par cette statue, qui est cette personne-là. Je vais me renseigner. C'est des toutes petites choses. Ça peut être observer les gens autour de soi, ça peut être observer l'architecture. Et en fait, les gens se rendent compte à chaque fois, ils me disent j'avais jamais vu que dans ma rue il y avait une maison qui avait les volets verts. En fait, c'est la seule. Et en fait, je l'avais jamais vue alors que je passe devant tous les jours. Tu vois, c'est des choses un peu énormes qu'on ne repère pas. Et ça, c'est détendant le fait de faire attention aux détails. Mais ça te bien permet sûr, de sortir de ton cycle de pensée, quoi. C'est ça, c'est plus ça, c'est que ça te ramène dans le ici et le maintenant. Ça te ramène dans le ici et le maintenant. Et en gros, l'objectif, c'est de faire redescendre un peu je sais pas comment dire, comme tu vois, la barrière qui est dans les pensées, au niveau des 5 sens. Et ça, tu vois, par exemple, c'est un exercice que je donne beaucoup à mes étudiants avant des oraux, avant de rentrer par exemple, soutenir leur mémoire. Une méditation flash en 1 minute. Tu peux être amené à arrêter tes pensées, à arrêter de ruminer en 1 minute. Tu fais 3 grandes inspirations, expirations, qui te prend à peu près 10 secondes. Et après, tu passes, en fermant les yeux. Et après, tu passes sur 10 secondes, tu passes les 5 sens. Donc, tu commences, vu que tu as fermé les yeux, il faut commencer par l'ouïe, c'est le plus simple. Donc, qu'est-ce que tu entends pendant 10 secondes et tu te concentres très fort sur qu'est-ce que tu entends. Et là, tu vas te rendre compte que partout où tu es, il y a toujours du bruit. Et c'est là que tu te rends compte qu'en plus, tu as une fatigue physique que tu as en permanence. Puis après, tu passes sur, admettons, le toucher. Donc, ça peut être, si tu es assis, l'empreinte de ton corps sur la chaise. Ça peut être, moi, par exemple, tu vois, ça peut être les cheveux dans mon cou. Ça peut être tes vêtements sur toi, tu vois, même sans quand tu ne touches rien. Ensuite, ça peut être, tu vois, l'odorat. Pendant 10 secondes, qu'est-ce que tu sens? Le goût, alors ça peut être, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as la bouche sèche? Peu importe. Et puis à la fin, sur le dernier, tu finis par la vision. Et quand tu ouvres les yeux, tu restes très, très, très concentré sur, en gros, le centimètre carré sur lequel se posent tes yeux quand tu ouvres les yeux. Et ça, c'est extrêmement puissant comme méditation parce que ça arrête les pensées. 3 grandes inspirations, expirations, et puis 10 secondes sur chaque sens. Ça prend 1 minute. Et ça, c'est radical pour arrêter tout ce qui est rumination. Et ça, c'est important de le faire 2-3 fois dans la journée quand on se rend compte que ça tourne en boucle, ça. Ouais, qu'on est... en fait, c'est le diktat de la petite voix dans la tête, quoi. Ouais, c'est ça. La petite voix dans la tête... Qui décide, quoi. Mais, ouais. On peut lui dire qu'attention, la petite voix dans la tête, elle est dans un corps et le corps, il a des fonctions et la petite voix dans la tête, c'est soit il y a une pensée qui est à l'œuvre, qui est intéressante et qui permet de cheminer, pourquoi pas. Si c'est une pensée qui tourne en boucle et qui tourne en boucle sur elle-même et qui refait le film constamment, ça n'est pas très intéressant. Je vais peut-être te donner aussi un autre exercice pour les pensées, pour les ruminations, les trucs qui tournent en boucle, c'est de prendre un papier et un crayon et écrire sur le papier tout ce qui tourne en boucle. Voilà, tu écris sur le papier. Déjà, en fait, le fait de mettre des mots, parce que quand tu es en pensée, tu as l'impression qu'il y a des mots, mais en fait, les mots, ils sont pas toujours très clairement posés. Tu chemines, mais tu sais, les pensées, c'est pas toujours en mots. Et le fait de le mettre en mots, tu vas déjà les transformer. Donc, tu vas déjà en faire quelque chose. Et en plus, il y a quelque chose de thérapeutique, tu vas le sortir de toi. Donc déjà, tu vois, tu le sors, tu le poses sur le papier. Ouais. Et du coup, tu le mets sur le papier, puis une fois que tu as noirci ta feuille, tu déchires ta feuille, hop, et tu le mets à la poubelle. Ça, déjà, ça fait du bien. Et puis, il y a le même exercice, mais on va dire en version numéro 2, quand tu as un peu plus de temps. Tu prends ta feuille, donc pareil, que tu divises en 3 parties. Tu vois, je prends une feuille à 4, tu divises en 3 parties. Sur la première partie, tu mets toutes tes ruminations, tout ce que dans ta vie, tu voudrais voir disparaître, tout ce qui te gonfle, tout ce qui te stresse, tu mets sur la première partie. Pour amener du mouvement sur le deuxième tiers de la feuille, tu vas noter comment ta vie sera quand tout ce qu'il y a sur la première partie n'existera plus.
Par exemple, si sur la première partie, tu as marqué j'en ai marre, je sais pas, ras-le-bol de mon patron qui me prend la tête, j'en ai ras-le-bol de mes enfants qui laissent traîner leurs chaussettes, qui vont jamais ranger leur chambre, j'en ai marre de pas avoir de quoi payer des vacances, enfin, tu vois, tout ce qui t'énerve. Ensuite, sur la deuxième partie, comment ta vie sera quand tout ça n'existera plus? Et ben, je serai hyper heureuse au travail, je pourrai emmener mes enfants en vacances, j'aurai quelqu'un qui viendra m'aider pour ranger la maison, ou alors tout le monde fera ses tâches, enfin tu vois, tout ça. Et déjà, ça fait vachement de bien de se projeter dans un idéal, parce qu'en fait, souvent, on pense qu'à nos problèmes, mais on réfléchit jamais à réellement comment notre vie serait si tout ça n'existerait plus. Et ça fait du bien déjà, tu vois, au cerveau de se dire, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas rêver d'un futur idéal? Et puis, il reste une troisième partie. Et cette troisième partie, c'est comment passer de la partie 1 à la partie 2. C'est-à-dire que finalement, cette partie 2, elle est peut-être pas si idéale et si rêvée que ça. Et que finalement, peut-être que je pourrais mettre des choses en place pour passer de 1 à 2. Et souvent, dans la troisième partie, on va émerger des trucs genre, peut-être qu'il faudrait que je change de boulot, en fait. Et peut-être que c'est la première fois que les gens vont déjà, ne serait-ce que réfléchir à, bah ouais, en fait, peut-être que la solution, c'est de changer de boulot. Peut-être qu'en fait, je suis arrivée au bout de quelque chose. Peut-être que, par exemple, pour mes enfants, il faut vraiment mettre un planning pour que chacun fasse ses tâches, etc., etc. Et finalement, il y a des solutions qui émergent. Plutôt que d'être en boucle sur je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, essayer de réfléchir à une vie idéale qui finalement, une fois qu'elle est posée sur papier, ça paraît pas si impossible que ça. Et puis réfléchir aux solutions. Et puis après, clairement, l'objectif, c'est d'aller échanger avec les personnes concernées sur comment est-ce qu'on met en place ces solutions. Pas mal, ça. Non, mais en tout cas, c'est top parce que c'est un super moyen à mettre en place tout de suite, quoi. C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Mais tu sais, cette partie 2 de comment ma vie sera quand tout ce qui m'embête n'existera plus, je le fais aussi travailler dans un texte basique où je demande aux gens, quand je les sens un peu complètement bloqués, c'est un texte où je leur demande pour la fois d'après, c'est comment, est-ce que vous pouvez me faire un texte sur votre vie idéale dans 5 ans avec plein de détails. Mais votre vie rêvée de dingue, tout ce que vous n'auriez jamais pu imaginer. Faites-moi un texte de votre vie, vous aimeriez qui ressemble à quoi? Et je leur dis, vous avez le droit de me dire que vous avez envie de vivre dans le désert avec des Esquimaux, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Vraiment une vie idéale. Et rien que ça, cet exercice-là, ils me disent que ça fait vachement de bien parce qu'en fait, jamais on leur demande de rêver dans la nuit. Faut toujours faire avec les problèmes du quotidien. Et juste, tu vois, quelques minutes se dire, mais finalement, ma vie de rêve, ce serait quoi? Et puis, finalement, en fait, j'ai jamais de gens qui veulent vivre dans le désert avec Bibi Phoque ou je sais pas quoi. Hein, non. En fait, finalement, j'ai des rêves de vie qui sont finalement assez classiques, en fait, sans ce qui pourrit le quotidien, quoi. Et finalement, ce rêve de vie, assez facilement, on peut y arriver, en fait. Assez facilement. Mais il faut déjà s'autoriser à rêver. Et s'autoriser à rêver, ça, je peux t'assurer que c'est pas... tu vois, et si je reboucle aussi sur la résilience, c'est aussi une histoire de ma vie est horrible, mais finalement, comme je suis au bout de quelque chose qui est complètement pourri, je peux pas vivre plus pourri que ce que j'ai en ce moment. Donc après tout, pourquoi est-ce que je pourrais pas arriver à un truc de dingue? Parce que finalement, aujourd'hui, j'ai rien. Donc j'ai rien à perdre. Ouais. Et s'autoriser à rêver, ça c'est... Exactement, il n'y a que des choses à gagner. Et vraiment, je trouve qu'on n'est pas dans une société qui incite à rêver. On a souvent, je trouve, autour de nous trop de freins de personnes qui te disent ah mais tu vas pas reprendre tes études à 45 ans, t'as 3 enfants, t'es en CDI, mais pourquoi veux-tu changer de travail, mais finalement t'es bien où est-ce que tu es, ou des gens, tu vois, j'en sais rien, mettons quelqu'un qui est dans la fonction publique, je me dis pourquoi est-ce que tu voudrais changer de poste, t'es bien où t'es? Non, si t'as envie de changer de poste, si t'as envie d'évoluer, si t'as envie de tenter des concours, pourquoi est-ce que tu le ferais pas? C'est pas parce que les concours c'est pas réservé, ce que je sache, au moins de 25 ans. Non, en fait, on peut, en gros, ce que j'ai envie de faire passer, c'est on peut faire tout ce dont on a envie, en fait. Qui est censé réellement freiner? Et en réfléchissant bien, en vrai, souvent, notre pire ennemi dans la vie, c'est qui? C'est souvent nous-mêmes, en fait. C'est souvent nous-mêmes. Parce qu'on a trop... on éponge trop le côté non, c'est pas pour moi, ce serait forcément pour quelqu'un d'autre qui serait forcément beaucoup plus formidable que moi. Bon, dans les faits, ça se discute. Et je trouve qu'on reste pas assez. Mais c'est les risques, quoi. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure.
bénéfice-risque. Et en général, ça, je pense qu'on l'a tous à peu près en commun en majorité. C'est on pense trop vite au risque. Et du coup, on Exactement. s'enferme dans le quotidien parce que c'est la peur du changement. Alors le changement, il peut être super, mais on est quand même on est des êtres d'habitude et dans l'habitude, c'est hyper réconfortant, même si c'est pas épanouissant. Ouais. Mais Ouais, cette au fameuse zone moins de on le connaît, confort, quoi. Ouais, cette fameuse zone de confort dont on entend beaucoup parler, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais, ouais, disons que moi, plutôt que, alors c'est une expression qu'on entend beaucoup un peu partout. Moi, c'est un peu la grenouille dans l'eau tiède que je renvoie souvent, c'est-à-dire que la grenouille dans l'eau tiède, le confort, au bout d'un moment, il devient ennuyeux, il asphyxie un peu. Et tu vois, la grenouille dans l'eau tiède, et tu prends une grenouille, tu la mets dans l'eau tiède, elle bouge pas parce que en fait c'est pas sa température d'eau, mais finalement elle bouge pas parce qu'il fait chaud, donc en plus si elle bouge, tu vois, ça va pas être terrible, elle va finir par cuire, mais finalement à force de pas bouger dans l'eau tiède, elle va finir par y mourir. Alors que finalement tu prends une grenouille, tu la mets dans l'eau chaude, tu la mets elle te fait un bond d'un coup et elle en sort tout de suite pour se mettre à l'abri. La grenouille dans l'eau tiède, elle va pas bouger, mais elle va finir par y laisser sa peau, quoi. Donc parfois l'eau tiède, c'est pas toujours terrible l'eau tiède. Où est-ce que tu vas chercher de l'inspiration? Toi, parce que j'imagine que ton quotidien, il est rempli voilà, de conseils à donner, de gens à élever, à illuminer. Comment tu fais pour justement te tenir informé de tout ce qui peut les aider? Tu sais, je pense que, alors, déjà, je me sens très créative. Je sais pas, il y a un truc, j'ai dû rater une carrière, je sais pas. Non, non, j'aime bien le côté créatif, mais peut-être aussi parce que ça fait quoi, mon propre parcours de résilience, parce que quand t'as rien dans la vie, finalement, faut tout créer. Donc, j'ai un peu appris à créer. Et puis, par rapport aux personnes que j'accompagne, tu vois, tu me dis finalement, éduquer, tu m'as dit quoi, inspirer, illuminer ou je sais pas quoi. Mais Élever, enfin, ouais, mais en fait, attendre c'est les dans les gens, deux sens. j'imagine. Oui. Ben oui, mais en fait, c'est dans les deux sens parce que tu vois, j'entends des récits de vie qui sont incroyables et puis en fait, les gens cheminent, les gens avancent et je me dis waouh, mais ils sont trop forts, mes patients, mais ils font des trucs incroyables en fait. Et ça, je m'en inspire. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'en tant que psy, en fait, tu donnes pas. Je trouve qu'en tant que psy, quand on fait bien le job, en fait, je peux pas donner un conseil clairement en disant il faut que tu fasses ça. C'est en fait, je vais accompagner la personne pour qu'elle réfléchisse à pour elle, quelle est la meilleure solution, quelle est la solution adaptée à sa propre situation. Donc, pour chaque personne, on va établir un peu une recette de cuisine personnalisée, tu vois. Super. Merci beaucoup, Manuela, pour toutes ces Eh ben, de infos. rien. Et puis à bientôt. À bientôt.